À qui appartient la Lune? À tout le monde? Sans doute. En êtes-vous bien sûr? L'article 11 de l'accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes se lit comme suit. La Lune ne peut faire l'objet d'aucune appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen. Donc voilà, personne ne peut posséder la Lune. Mais est-ce que ça se pourrait que ça soit un peu plus compliqué que ça? Nous savons que seulement 7 pays ont ratifié le traité. L'Autriche, le Chili, le Maroc, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines et l'Uruguay. Donc, est-ce que ça veut dire que les 190 autres nations de la planète peuvent s'approprier un territoire sur la Lune comme bon leur semble? Probablement pas. Hein? Il existe un autre document, nommé cette fois « Traités et principes des Nations unies relatifs à l'espace extra-atmosphérique », où on lit clairement à l'article 2 « L'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen. » Les deux extraits se ressemblent étrangement. Une des seules différences, c'est que le deuxième compte 104 États membres. L'Afghanistan, je ne veux pas te vous les nommer. Mais nous avons ici la réponse à notre question. Personne ne peut s'approprier un territoire sur la Lune. Attendez un peu. La Lune ne peut faire l'objet d'aucune appropriation nationale. Est-ce que ces traités disent quoi que ce soit concernant les particuliers? Non? Ben, allons donc tous exploiter la Lune. Mais en effet, les deux traités ne sont pas clairs au sujet de la propriété privée de l'espace, ce qui donne inévitablement l'opportunité à certaines personnes de profiter du système. En 1953, un avocat et poète chilien nommé Herrano Gajardo Vera devenait célèbre en faisant légalement une proclamation officielle affirmant qu'il possédait la Lune. Bien entendu, personne ne le prenait au sérieux, mais la légende raconte tout de même que le président des États-Unis de l'époque, Richard Nixon, lui aurait demandé la permission pour atterrir sur la Lune en 1969. Bien que je doute de la véracité de cette légende, il existe tout de même une question morale derrière tout ça. Selon moi, il existe deux motivations principales qui nous incitent, nous, les humains, à explorer. La première, que l'on peut qualifier de plus humaine, est la satisfaction qu'apporte l'exploration et la découverte à notre curiosité. Autrement dit, c'est notre curiosité pure, celle qui nous pousse à apprendre, à découvrir, peu importe les autres circonstances. Et puis vient la deuxième motivation, celle-ci est un peu plus universelle, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique pas seulement à l'exploration. On parle évidemment de l'appât du gain. Bien entendu, cette deuxième motivation est tout autant humaine que la première, dans le sens où elle est intrinsèque au caractère de l'homme et de la femme, mais pas nécessairement dans le sens où l'adjectif humain a une connotation semblable à l'adjectif altruiste. Transportons-nous maintenant en 1962 à Houston, quelques années avant le fameux pas de géant pour l'humanité, alors que le président John F. Kennedy prononçait quelques mots qui inspirèrent l'Amérique tout entière dans son fameux discours annonçant que les États-Unis entreprenaient un voyage sur la Lune. Je cite, « L'homme, dans sa quête de connaissance et de progrès, est déterminé et rien ne peut l'empêcher d'avancer. L'exploration de l'espace se fera. Nous embarquons pour explorer ce nouvel océan, car il y a de nouvelles connaissances à acquérir, de nouveaux droits à conquérir. Ils doivent être conquis et utilisés pour le progrès de tous les peuples. » Il serait peut-être intéressant de noter qu'alors que les États-Unis, les astronautes déposaient une plaque sur la Lune signée par le président Nixon, ce même pays bombardait le sud-est de l'Asie avec plus de 7 millions de tonnes d'explosifs. Comme l'avait si bien dit Carl Sagan, nous nous félicitions de notre humanité. Nous n'allions faire du mal à personne sur une roche sans vie. Mais JFK a dit
nous embarquons pour explorer ce nouvel océan, car il y a de nouvelles connaissances à acquérir. Aujourd'hui, et même à l'époque, on savait la réelle motivation qui motivait l'URSS et les États-Unis pour explorer l'espace. C'était l'emplacement stratégique de celui-ci, la nécessité de posséder l'espace, c'était le désir de supériorité. C'était donc l'appât du gain qui motivait ces deux nations en guerre, bien qu'on déguisât celle-ci pour la faire passer comme une quête de connaissance et de progrès. On sait bien que le drapeau posé sur la Lune était beaucoup plus important que les extraits de roches rapportés. Imaginons un peu. À quoi ressemblera demain si tout ce que l'on valorise est le drapeau? Est-ce qu'on tomberait dans la rhétorique de « mon drapeau est meilleur que le tien », il y a peut-être des frontières dans l'espace, des douanes, des traités de libre-échange et de protectionnisme en différentes zones. Peut-être y aurait-il des nouvelles religions, certaines ayant comme Dieu le Jedi et l'autre le Captain Spock. Il y aurait aussi peut-être certaines régions requérant plus d'espace, requérant un plus grand territoire parce qu'ils sont trop près d'une étoile et ça les aveugle, ou bien parce qu'ils sont trop près d'un trou noir et ne voient rien. Un tel futur pour l'espace, où son exploration est motivée par l'appât du gain, de pouvoir, de profit, de quelque chose, juste pour l'avoir au détriment d'un autre, ne serait qu'une copie du modèle terrien actuel. L'espace, c'est notre zone de coopération internationale, notre zone de dépassement humain. Gardons-le comme ça, gardons-le unique et indépendant aux situations géopolitiques se déroulant sur Terre. Et puis, c'est ce qu'on fait déjà. Un futur pour l'espace où son exploration est motivée par la curiosité est déjà entamé. Aujourd'hui, Hubble est le télescope le plus puissant jamais construit. Mais en 2018, on va lancer James Webb, un autre télescope spatial à la fine pointe de la technologie. James Webb est bien plus gros qu'Hubble. En fait, il sera de la taille d'un terrain de tennis, alors que Hubble est de la taille d'un autobus scolaire environ. Et il pourra voir en moyenne 70% plus de lumière que Hubble. Avec ça, on va être capable de voir les premières étoiles, les premières galaxies du cosmos. Ça va nous permettre non seulement de voir plus loin dans notre univers que jamais, mais également plus tôt. James Webb est littéralement une machine à voyager dans le temps, puisque la lumière voyage à 300 000 km par seconde. Le plus loin on regarde, le plus tôt on voit. Ça va nous permettre de répondre à des questions comme « Y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre? » Et pour tout ça, presque 12 milliards de dollars. Mais c'est bien ça que ça vaut, hein? Oui, mais ça va-tu rapporter quelque chose? Bien, des connaissances. Oui, mais en matière d'argent. Est-ce que les connaissances, la conscience, la technologie, l'inspiration et la beauté pure que peuvent rapporter les images de James Webb peuvent valoir beaucoup plus et peuvent faire beaucoup plus de bien à l'humanité qu'on pense? Suffit de regarder les images de son prédécesseur, Hubble. Moi, quand je regarde ça, inutile de vous dire que ça me coupe le souffle. Comment est-ce qu'on peut voir de telles choses? Tout ce que je vois, moi, quand je regarde dans le ciel, c'est des petits points de lumière blanche, comme ici d'ailleurs. Mais sans doute qu'on y trouve une richesse incroyable lorsqu'on creuse plus profondément. Mais c'est un jardin d'imagination et de sagesse. Laissez-moi vous dire, le fait qu'on ait réussi de financer un tel projet à 12 milliards de dollars, sachant que le télescope ne sera même pas capable de lancer des bombes nucléaires de l'espace, et que le seul laser dont il est équipé sert à mieux voir, ça, c'est ce que j'appelle du progrès par la science. Enfin, et c'est le cas de le dire, là, enfin, les images prises par le télescope seront plus importantes que les drapeaux accolés sur celui-ci. Et je vous dis que c'est dans un futur pour l'espace comme ça que je vais vivre. C'est dans un tel futur que je me vois marcher sur Mars. L'espace, c'est notre héritage commun. Donc, son exploration devrait se faire pour tous. Oui, mais pourquoi tu vas aller sur Mars? Me dit-on. T'es fou, 2 à 4 ans loin de ta famille, loin de tout. En plus, t'as des lunettes. Tu te feras même pas choisir. En allant sur Mars, ou simplement en me fixant ceci comme but à long terme, j'inspire des jeunes à poursuivre une carrière en sciences. Je contribue au développement de technologies jamais pensées auparavant. Mais par-dessus tout, je contribue à assurer la survie de l'espèce humaine. Si jamais la Terre est menacée par un astéroïde, par exemple, ce qui est très probable d'ailleurs, on doit s'assurer de pouvoir conserver la vie. Après tout,
On est composé de la même matière que l'univers. On est fait des mêmes atomes qui étaient dans le cœur des étoiles il y a des millions d'années. Votre corps, à vous, est probablement composé d'atomes provenant de différentes étoiles. Nous sommes donc le cosmos en soi, mais le cosmos capable de réfléchir sur lui-même. C'est un privilège. Et aller sur Mars nous permettra de garder ce privilège. En tant que futur astronaute, je me propose donc pour être le gardien des privilèges humains, tout comme Elon Musk. Son but à lui, comme le mien, est beaucoup plus grand que lui-même. Et ce n'est rien d'autre que de faire des humains une espèce interplanétaire. Parce que ce gars-là, il finance et développe un projet pour bâtir une colonie sur Mars. Et il prévoit même devancer la NASA dans la course pour la planète rouge. Certains pensent qu'il est fou. Mais attendez, il est capable de beaucoup de choses. Fondateur de Tesla, PayPal, SpaceX, c'est un passionné. Elon Musk, si tu m'écoutes en ce moment, note que je serais volontaire à embarquer dans une de tes fusées pour me rendre sur Mars, n'importe quand. Sauf la semaine prochaine, j'ai 2 examens. Mais on lutte pour la même chose. Et on lutte pour la même chose depuis d'ailleurs quelques temps. Ce rêve réside en moi depuis l'été 2008, quand j'avais 8 ans, après être allé au camp spatial pour la première fois. Depuis ce temps-là, ma flamme intérieure s'est développée. J'essaie de prendre des actions concrètes qui vont me permettre de réaliser mon rêve. En fait, j'essaie de rendre mon chemin vers mon rêve autant plaisant que son atteinte. C'est entre autres une des raisons pourquoi je suis ici à vous parler ce soir. Mais détrompez-vous, je ne suis pas motivé par la chance d'être célèbre parce que j'ai fait un TEDx Québec, mais bien par toutes les opportunités, la connaissance et les expériences que mon chemin peut m'apporter. En tant que futur astronaute, je me propose donc, pour être le gardien de la véritable nature humaine, de faire de l'espace un lieu d'émerveillement pour tout le monde, de faire de lui un refuge pour n'importe qui se sent moins bien. Je vais tenter de le rendre sur la une des journaux, une fois de plus. Mais par-dessus tout, je vais tenter de révéler la science et le cosmos à ses réels admirateurs et à ses réels profiteurs, c'est-à-dire la communauté. Nous sommes de la poussière d'étoiles, dit Hubert Reeves. Alors tâchons de rester éveillés et conscientisons-nous sur le fait que nous sommes ce que des atomes d'hydrogène font après 14 milliards d'années. C'est fascinant, merci beaucoup. Ad Astra.